Rambam. 12. Kislev 5786, commandement positif numéro 236. C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de celui qui blesse son prochain. Comme il est dit, si les hommes se prennent de querelles et que l'un frappe l'autre. C'est ce qu'on appelle les lois des indemnités d'après le verset la Torah comprenant toutes les lois relatives aux indemnités. Comme il agit lui-même, on agira à son égard. Cela signifie qu'on lui prend en argent une valeur équivalente au tort causé à son prochain ainsi que leur donne la tradition, même si s'il lui a seulement fait honte, il devra payer une indemnité correspondant au tort ainsi causé. Sache que ces lois concernant les indemnités s'appliquent toutes aux dommages causés par un homme à un autre homme. S'il s'agit d'un dommage causé par une bête à un homme ou à un autre animal, ces lois ne sont pas applicables. Dans ce cas, seul un tribunal ayant reçu son ordination dans le pays d'Israël peut juger l'affaire. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Baba Kama. Amen. 3 Prakim. Alors, 12 Kislev 5786, c'est faire Kinyan, loi relative aux voisins, introduction, chapitre 1. Loi des voisins. L'objet de ces lois est de connaître la loi relative au partage des biens immeubles entre associés, ce que chacun d'entre eux doit faire pour écarter tout éventuel dommage à son voisin, au propriétaire d'un fonds contingent et statut du propriétaire d'un fonds contingent. L'explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres suivants. Soit le cas de figure suivant. Une personne n'achète la moitié du champ d'un autre. Ou bien deux personnes n'achètent un champ à une seule, ou le reçoit en héritage, en donation. Ou encore, deux personnes prennent possession d'un champ qui est sans propriétaire ou qui était la propriété d'un converti décédé sans héritier. En règle générale, en tout cas, où plusieurs personnes possèdent un bien immeuble en commun et l'un des associés désire procéder au partage et prend sa part toute seule, si ce bien immeuble est partageable en nature, il peut obliger les autres associés à procéder au partage, mais s'il n'est pas partageable, aucun des associés ne peut forcer les autres à partager. Telle est la loi également concernant les biens meubles. De quel cas s'agit-il? Du cas où aucun d'eux ne peut identifier sa part dans la propriété commune et tous font usage de la totalité de la propriété. En revanche, si l'un d'eux connaît sa part, bien que le bien ne soit pas partageable, chacun d'eux peut obliger les autres à faire séparation entre sa propre part et la leur. L'un des associés dit à l'autre, concernant une propriété qui n'est pas partageable ou d'une chose qui est impossible de diviser, par exemple une servante ou un ustensile, vends-moi ta part, pourtant, ou achète la mienne selon ce prix. Il est en accord avec la loi et l'on oblige le défendeur à vendre sa part à l'autre ou à acheter la part de ce dernier. Mais si le demandeur ne désire pas acheter la part de d'autres ou n'en a pas les moyens, il ne peut pas obliger l'autre à lui acheter sa part, même à bas prix, car ce dernier peut lui dire: je ne désire pas acheter, mais vendre. C'est pourquoi, dans le cas de deux frères, l'un pauvre et l'autre riche, auquel le défunt père a laissé des termes ou un pressoir à olives, si le père les avait faits pour la location, il les loue et le loyer est partagé entre eux, tant qu'ils souhaitent maintenir l'indivice. Mais si le père les avait faits pour son usage personnel, le fils pauvre ne peut pas obliger son frère à les louer, plutôt ils en font le même usage que leur père. Et le riche peut dire au pauvre: achète-toi des olives et viens les faire presser au pressoir. Achète-toi des esclaves et viens se laver dans les thermes. Par ailleurs, le pauvre ne peut pas obliger le riche à lui acheter sa part, à moins qu'il ne lui dise: achète-moi ma part, ou bien vends-moi la tienne et j'emprunterai pour l'acheter, ou je vendrai le bien à d'autres qui l'achèteront. Dans ce cas, il est en accord avec la loi. Si chacun d'eux déclare: je ne désire pas acheter mais vendre ma part, et vendre leur part à d'autres personnes. Si chacun d'eux déclare: je ne veux pas vendre, chacun voulant acheter la part de l'autre, ou bien si chacun d'eux désire ni acheter la part de l'autre, ni vendre sa propre part, mais rester associé sur le bien, comment procède-t-il? Si l'endroit est fait pour être loué, il le loue et en partage le loyer. Et s'il n'est pas fait pour être loué, tout dépend de la nature du bien. Ah, s'il s'agit d'une cour
où ils y habitent en alternant chacun une année. En effet, il est impossible qu'ils y habitent tous deux ensemble à cause du préjudice par la vue, puisqu'elle n'est pas partageable. Par ailleurs, ils alternent annuellement et non mensuellement, car un homme ne se donne pas la peine de déménager d'une cour à l'autre tous les 30 jours, mais d'année en année. Et B, s'il s'agit de termes, ils y entrent tous les deux en permanence chaque jour. De même, concernant toute chose à usage permanent et qui n'est pas faite pour être louée, par exemple des termes, un matelas ou un rouleau de la Torah. L'un ne peut pas dire à l'autre, utilise-toi un jour et moi un jour, car l'autre peut lui dire, je désire chaque jour en faire l'usage. Quand une personne loue d'une autre une partie d'une cour ou d'un champ qui n'est pas partageable, ou que deux personnes louent un tel endroit en commun, chacune d'elles peut obliger l'autre à faire un choix en lui disant, ou bien tu loues ma part, ou bien tu me loues la tienne. Si le bien en question est partageable, elle partage. Qu'est-ce qui est partageable? Tout bien qui est partagé proportionnellement selon les parts des associés offrira à celui qui en détient la plus petite part une part suffisamment importante pour garder la même désignation que la totalité du bien. Et si l'appellation désignant la totalité du bien ne s'applique pas à la part en question, le bien n'est pas partageable. Comment cela? Toute cour qui n'a pas une surface de 4 coudées sur 4 coudées n'est pas appelée une cour. Tout champ qui n'a pas une surface suffisante pour semer 9 caves de produits agricoles n'est pas appelé un champ. Tout jardin potager qui n'a pas une surface suffisante pour semer la moitié d'un cave de produits agricoles n'est pas appelé un jardin potager. Et tout verger qui n'a pas une surface suffisante pour semer 3 caves de produits agricoles n'est pas appelé un verger. C'est pourquoi on ne partage une cour que s'il y a une surface de 4 coudées sur 4 pour chacun des divisaires et un champ que s'il y a pour chacun une surface suffisante pour semer 9 caves de produits agricoles, et un jardin potager que s'il y a pour chacun une surface suffisante pour semer un demi-cave de graines, et un verger qu'il y a pour chacun la surface suffisante pour semer 3 caves de graines. Dans quel cas cela s'applique-t-il en terre d'Israël et dans les terres semblables qui sont aussi fertiles? En revanche, en Babylonie et dans les terres semblable, on ne partage un champ que s'il y a pour l'un et pour l'autre une surface qui requiert un jour entier de labourage. Et on ne partage un verger que s'il y a pour l'un et pour l'autre 36 arbres au moins, ce qui correspond au travail journalier d'une personne. Et un champ que l'on doit arroser avec un récipient n'est partagé que s'il y a une surface suffisante pour qu'un ouvrier passe un jour entier chez l'un et un jour entier chez l'autre. Un salon en hall, un pigeonnier, un pressoir à olive, des termes ou un vêtement ne sont partagés que si chacune des parts est suffisante pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que si les termes sont partagés, il faut que chacune des parts soit suffisante pour constituer en soi des termes. S'il s'agit d'un pigeonnier, il faut que chaque part constitue en soi un pigeonnier, et il en va de même pour un vêtement ou toute autre chose. S'il n'y a pas une surface suffisante pour l'un et pour l'autre, ils en offrent un prix. Et l'un dit à l'autre, vends-moi ta part ou achète-moi ma part. Si l'un d'eux déclare, faisons un partage, bien que les parties ne soient pas égales, je prendrai la plus petite et tu prendras la plus grande. On ne l'écoute pas. En effet, l'autre peut lui dire, je ne désire pas recevoir de cadeaux puisque la propriété ne peut pas faire l'objet d'un partage en nature égale. Nous allons en offrir un prix. C'est faire qu'il y a une loi relative aux voisins, chapitre 2. Concernant les cours des villages où chacun se construit une maison, de sorte que la cour qui est entre les deux maisons est commune à tous les habitants des maisons. Chaque propriétaire dispose au devant de chaque porte de 4 coudées de longueur sur toute la largeur de la porte. En ce qui concerne la partie restante de la cour, s'il y a une surface de 4 coudées sur 4 pour chaque copropriétaire, elle est partagée. Et sinon, elle n'est pas partagée qu'à toute cour qui n'a pas une surface de 4 coudées sur 4 n'est pas désignée comme une cour, comme nous l'avons expliqué. Comment cela? Soit 2 copropriétaires, l'un possédant 2 maisons et l'autre une seule. Celui qui a 2 maisons, on lui mesure pour chaque maison dans la cour 4 coudées de longueur sur toute la largeur de la porte, même si celle-ci fait 10 coudées. Et celui qui a une seule maison, on lui donne quelques coudées de longueur sur toute la largeur de sa porte devant celle-ci. Quant à la partie restante de la cour, si elle a une surface de 8 coudées sur 4 de manière à ce que l'un et l'autre reçoivent chacun 4 coudées sur 4 coudées, outre la surface devant leur porte. La cour est partageable et on la partage. Si la surface est inférieure à cela, elle n'est pas partageable. Si une maison a plusieurs entrées, une de chaque côté, le propriétaire dispose de 4 coudées devant la porte pour chaque côté. Mais s'il a réservé une porte parmi celles-ci comme entrée de la maison, il n'a droit qu'à 4 coudées devant sa porte d'entrée. Le propriétaire d'une exèdre
ne dispose pas de 4 coudées devant celle-ci, s'il est possible d'y entrer avec sa charge sur l'âne. Sinon, il dispose de 4 coudées devant celle-ci. En effet, les sages ont statué que l'on dispose pour chaque porte de 4 coudées seulement pour que l'on puisse y décharger sa charge. On dispose de 4 coudées devant une loge à l'entrée d'un édifice que l'on emprunte parfois pour accéder à l'édifice, ou une galerie extérieure munie d'un escalier par lequel on accède à l'étage et qui met en communication plusieurs appartements. Si chaque appartement s'ouvre sur une galerie, laquelle s'ouvre sur la cour, les résidents ne disposent que de 4 coudées devant la galerie. Le propriétaire d'un poulailler n'a pas droit à 4 coudées devant celui-ci. Le propriétaire d'une maison toiturée sur une moitié mais non sur l'autre n'a pas droit à 4 coudées que le toit se trouve dans la partie intérieure, c'est-à-dire la partie opposée à la porte, ou extérieure, c'est-à-dire la partie qui donne sur la porte. Le propriétaire d'une maison dont l'unique porte d'entrée a été scellée a droit à 4 coudées devant celle-ci dans la cour. Mais s'il a démoli l'encadrement de porte, il a droit à 4 coudées. Le propriétaire d'une maison qui n'a pas une surface de 4 coudées sur 4 ne dispose pas de 4 coudées dans la cour. Plutôt, s'il y a dans la cour 4 coudées sur 4 pour l'un et 4 coudées sur 4 pour l'autre, en comptant jusqu'à la porte de cette maison, on partage la cour. Le fumier de la cour qui sert d'engrais pour les champs le partage selon le nombre de portes dont dispose chaque maison. En revanche, la charge du cantonnement des soldats du roi dans une localité partagée selon le nombre de personnes habitant chaque maison. Si des indivisaires sont d'accord de partager une chose qui n'est pas partageable, bien qu'ils lui fassent ainsi perdre son appellation, ils peuvent le faire. Quant aux saintes écritures, les 24 livres de la Bible, même s'ils sont d'accord, ils ne doivent pas les partager. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il s'agit d'un seul rouleau. Mais s'il y a 2 rouleaux contenant chacun des livres différents, ils peuvent les partager entre eux. Les indivisaires qui se sont mis d'accord de partager une propriété qui n'est pas partageable, quand même ils auraient effectué un kinyan, chacun d'eux peut se rétracter car c'est un kinyan qui porte seulement sur des paroles et qui est inefficace, comme nous l'avons expliqué. Toutefois, si un kinyan a été effectué sur le fait que l'un veut tel côté et l'autre tel autre côté, ils ne peuvent pas se rétracter. De même, si l'un s'y déplace lui-même et prend possession de sa part, et l'autre s'y déplace lui-même et prend possession de sa part. Bien qu'il n'y ait pas eu de kinyan effectué, aucun d'eux ne peut se rétracter. Si les frères partagent une indivision en plusieurs lots et procèdent à un tirage au sort, dès que le sort est tiré pour déterminer le lot de l'un d'eux, ils font tous acquisition par la satisfaction qu'ils ont de leur consentement mutuel. À cet accord, le partage par tirage au sort. Chacun d'eux accepte pleinement de transférer son droit sur le lot échu à l'autre et renonce à son droit de contestation. Des frères qui ont partagé une indivision sont considérés comme ayant acheté leur part respective l'un de l'autre. Ils n'ont pas de droit de passage l'un sur la propriété de l'autre, ni de servitude d'échelle, ni de fenêtre de servitude de vue, ni de servitude de conduite d'eau. En effet, dès lors qu'ils ont procédé au partage, il ne reste plus aucun droit à l'un d'eux sur la part de l'autre. C'est pourquoi l'un peut dire à ses frères, lorsque le champ tout entier appartenait à un seul propriétaire, y faisant passer ce cours d'eau d'un endroit à l'autre. Mais maintenant que cela est devenu ma part, je peux le retirer de mon champ. De même, il peut obstruer une fenêtre qui donne sur sa part et faire une construction à côté d'une échelle, bien qu'il en anéantisse l'utilité. La loi est la même pour 2 personnes qui ont acheté un champ à un seul propriétaire et qui en ont fait le partage. Il ne reste plus aucun droit à l'un d'eux sur la part de l'autre. L'un peut faire obstacle à l'eau pour en empêcher l'écoulement dans sa part et obstruer les fenêtres de l'autre. En revanche, quand 2 personnes achètent un champ de 2 hommes ou de 2 frères non associés, aucune d'elles ne peut faire obstacle à l'eau qui le traverse ni changer quelque chose dans les servitudes établies par les vendeurs. Soit une cour commune qui est partageable ou bien une cour que les propriétaires ont partagée de leur gré, bien qu'elle ne fût pas partageable. Chacun d'eux peut forcer l'autre à construire un mur mitoyen, afin qu'il ne le voie pas lorsqu'il fait usage de sa part de la cour. En effet, le préjudice causé par la vue est considéré comme un préjudice. Aucun d'eux ne peut se prévaloir d'une servitude de vue établie dans la cour, même s'ils sont restés ainsi, sans séparation de nombreuses années. L'un peut contraindre l'autre à faire une séparation à tout moment où il le souhaite. La largeur de l'espace occupé par le mur est répartie de façon égale entre les propriétaires des 2 parties. Et quelle doit en être l'épaisseur? Tout sera conforme à l'usage local, même si l'usage est de faire une séparation entre les voisins avec des roseaux ou feuilles de palmier. Ils s'y conformeront
pourvu qu'il n'y ait pas d'espace ouvert pour regarder et voir l'autre. Quelle doit être la hauteur du mur? Pas moins de 4 coudées. De même, dans le cas d'un jardin potager, un homme peut contraindre son voisin à séparer leur jardin au moyen d'une séparation haute de 10 téparim. Toutefois, concernant une vallée contenant des champs de céréales, il n'est pas nécessaire de séparer sa propre vallée de celle de son voisin, sauf là où tel est l'usage. Par conséquent, si l'un des deux désire séparer sa vallée de celle de son voisin, il construira le mur de séparation à l'intérieur de son propre champ. Il fera une marque en cholant environ une coudée de ce mur, côté extérieur, pour indiquer que le mur lui appartient. C'est pourquoi, si le mur s'écroule, l'espace occupé par celui-ci et les pierres lui appartiennent. Et si les deux voisins agissent d'un commun accord et construisent un mur mitoyen, il faut une marque de part et d'autre. C'est pourquoi, si le mur s'écroule, l'espace de les pierres appartiennent aux deux. Quand quelqu'un voit un jardin potager qui compte un jus à d'autres jardins potagers sans le préciser, on contraint l'acheteur à construire le mur entre eux, même là où il est d'usage de ne pas faire de barrière dans les jardins potagers. En revanche, s'il vend une vallée sans spécification, on ne contraint pas l'acheteur à faire une barrière, sauf là où tel est l'usage. Là où il est d'usage de construire les murs séparant les cours ou les jardins potagers avec des pierres non taillées. L'un et l'autre des voisins doivent chacun donner 3 téparim de leur terrain pour l'épaisseur du mur. S'ils utilisent des pierres taillées, l'un et l'autre doivent chacun donner 2 téparim et demi. S'ils utilisent des demi-briques, l'un et l'autre doivent chacun donner 2 téparim. S'ils utilisent des briques entières, l'un et l'autre doivent chacun donner 1 tépa et demi. Toutes ces mesures correspondent à l'épaisseur du mur, y compris la chaux. Et étant donné que l'espace occupé par le mur appartient aux deux, si le mur s'écroule, l'espace et les pierres appartiennent aux deux. Et même si le mur s'écroule dans le domaine de l'un d'eux, ou que l'un débarrasse toutes les pierres dans son domaine, prétendant que son voisin lui a vendu ou lui a fait don de sa part, il n'est pas cru. Plutôt, les pierres sont réputées appartenir aux deux, à moins qu'ils n'apportent la preuve du contraire. C'est faire qu'il y a une loi relative aux voisins, chapitre 3. Si le mur d'une cour, c'est-à-dire le mur mitoyen qui fait séparation entre deux voisins, s'effondre, chacun des deux peut contraindre l'autre à le reconstruire jusqu'à une hauteur de 4 coudées, afin qu'ils ne se voient pas l'un l'autre. Mais on ne le contraint pas à contribuer à la construction d'un mur de plus de 4 coudées de hauteur. L'un d'eux aurait-il à son gré exaucé à ses frais le mur à plus de 4 coudées. Si l'autre construit ensuite dans sa partie un mur élevé face au mur mitoyen, on le contraint à payer sa part dans la partie exaucée qui est face à son mur. Comment cela? Si l'un construit le mur mitoyen et l'exauce à une hauteur de 10 coudées, et que son voisin vienne construire un mur face au mur mitoyen ou à côté afin de faire une maison, et qu'il l'élève à 6 coudées, on le contraint à payer sa part dans les 2 coudées ajoutées aux 4 minimales du mur mitoyen, car ces actes indiquent qu'il prouve cet exaucement de 2 coudées. Et de même, s'il taille en haut du mur qui est dans eux un emplacement afin d'y placer les poutres, ou s'il construit dessus une grande poutre disposée sur la longueur du mur mitoyen ou sur laquelle reposeront les autres poutres, on le contraint à payer sa part dans tous les 6 coudées que son voisin a ajoutés aux 4 coudées minimales du mur mitoyen, bien qu'il n'ait pas fait de construction faisant face à tout le mur, car par sa façon d'agir, il a montré son intérêt pour toute cette hauteur supplémentaire. Si l'un des copropriétés a construit le mur qui fait séparation entre lui et son voisin jusqu'à une hauteur de 4 coudées, et qu'il réclame à l'autre de payer sa part dans les frais, mais que ce dernier déclare « j'ai payé ma part », on a la présomption qu'il a payé sa part. Il prête un serment d'incitation sur le fait qu'il a payé sa part et il est quitte, à moins que le demandeur n'apporte la preuve qu'il n'a pas payé. En revanche, il lui est réclamé que le second paye sa part dans l'exaucement ajouté aux 4 coudées pour avoir construit un mur juste apposé ou face à l'exaucement, et que ce dernier déclare « j'ai payé ». Il n'est pas cru. Plutôt, le demandeur prête serment en tenant un objet saint, un rouleau de la Torah, pour certifier que son voisin ne lui a pas payé sa part et perçoit de lui son dû, conformément à la loi pour tous ceux qui prêtent serment et perçoivent ce qu'ils réclament, à moins que l'autre n'apporte la preuve qu'il a déjà payé. Si une personne possède une ruine au milieu de ruines appartenant à un autre, et que ce dernier prenne l'initiative d'ériger une barrière d'à côté de la ruine en question, puis d'un second et d'un troisième côté, de sorte que la ruine en question se trouve entourée d'une barrière de 3 de ses côtés, on ne contraint pas son propriétaire à payer quoi que ce soit des dépenses. En effet, cela n'a pas d'utilité pour lui, puisque sa ruine est toujours ouverte au domaine public comme auparavant. C'est pourquoi,
s'il lui érige une barrière du quatrième côté, de sorte que la ruine du premier est complètement entourée d'une barrière, on le charge de contribuer à toute la clôture, et il doit payer la moitié des frais engagés par l'autre pour les 4 côtés, jusqu'à 4 coudées de hauteur, cela à condition que l'espace occupé par le mur appartienne aux deux. En revanche, si le mur appartient au constructeur qui l'a construit dans sa propre part, il me semble que l'on ne charge son voisin propriétaire de la ruine que d'une petite participation selon ce que considéreront les juges, car dans ce cas, le propriétaire de la ruine ne peut pas user des murs. Et de même, si la personne entourée a elle-même clôturé la quatrième côté, on considère qu'elle a pour cela révélé son approbation et elle doit payer la moitié des frais pour les murs des 3 autres côtés. Si les murs appartiennent à tous les deux, il en va de même pour tout cas semblable. Et de même, s'il y a 2 maisons, l'une à côté de l'autre, dont les toits sont faits pour servir d'habitation, c'est-à-dire qui sont plats et non penchés, même si elles se trouvent de part et d'autre du domaine public. L'un construit un parapet sur la moitié de son toit où il habite et l'autre un parapet sur la moitié de son toit, de manière à ce que le parapet ne soit pas l'un en face de l'autre et chacun d'eux prolonge son parapet au-delà de la moitié afin qu'ils ne se voient pas l'un l'autre. Et bien que les passants du domaine public le voient, chacun peut dire à l'autre cela. Les passants ne me voient qu'en journée lorsque je me tiens sur mon toit, mais toi, tu me vois en permanence. Celui qui possède un toit adjacent à la cour de son voisin, c'est-à-dire au même niveau que celle-ci, doit y faire une barrière haute de 4 coudées. Mais on n'est pas tenu de faire une barrière haute de 4 coudées entre un toit et l'autre quand il s'agit des autres toits qui ne sont pas aptes à l'habitation. Car les gens n'habitent pas sur les toits. C'est pourquoi il n'y a pas de préjudice par la vue. Cependant, il faut faire une séparation haute de 10 tépharim entre les 2 toits afin que, si l'un d'entre eux entre dans la propriété de l'autre, celui-ci l'appréhende comme voleur pour intrusion dans sa propriété. Dans le cas de 2 cours contiguës, situées l'une plus haute que l'autre, le propriétaire de la cour supérieure ne peut pas dire « je vais payer la construction du mur de séparation seulement à partir de mon niveau et au-dessus ». Plutôt, tous deux doivent participer à la construction du mur à partir du niveau inférieur et le propriétaire de la cour supérieure doit construire tout seul la partie du mur à partir de son niveau et au-delà, de manière à ce qu'il ne puisse plus voir ce qui se passe dans la cour inférieure. En revanche, si la cour d'un homme est au-dessus du toit de son voisin, le propriétaire du fond supérieur, c'est-à-dire la cour, n'a aucune obligation à l'égard du fond inférieur, le toit. Si les murs d'un homme attenant au jardin potager du voisin s'écroulent, on l'oblige à débarrasser ses pierres. S'il dit au propriétaire du jardin potager, si tu les as obtenues, elles sont à toi. On ne les coupe pas. Et si le propriétaire du jardin potager désire les pierres, il dit au premier, oui. La règle suivante est appliquée. S'il les a débarrassées, il en fait acquisition et le premier ne peut plus se rétracter, même s'il dit au propriétaire du jardin, voici le paiement pour tes dépenses et je vais prendre mes pierres. On ne l'écoute pas. Mais si le propriétaire du jardin ne les a pas débarrassés, il n'en a pas fait acquisition car on présume que le propriétaire du mur n'a dit cela que pour le repousser. Soit 5 jardins, potagers en terrasse qui s'approvisionnent en eau à une seule source. Si celle-ci est endommagée, tous les propriétaires des jardins doivent participer aux frais de réparation avec le propriétaire du jardin supérieur lorsque le problème se trouve au niveau de son jardin. Ainsi, le propriétaire du jardin inférieur doit participer aux réparations avec tous les autres, mais doit lui seul réparer tous les gains n'affectant que son propre jardin. Quant au propriétaire du premier jardin, il ne prend part ni aux réparations avec le propriétaire du second jardin pour toute détérioration se trouvant au niveau de ce jardin, ni aux réparations nécessaires au jardin, au-delà du second, et de même dans le cas de 5 cours, dont les eaux usées et eaux de pluie se déversent dans un seul fossé d'évacuation. Si le fossé est endommagé, les habitants de toutes les cours doivent participer aux frais de réparation avec le propriétaire de la cour inférieure lorsque le blocage se trouve au niveau de celle-ci. Ainsi, le propriétaire de la cour supérieure doit participer aux réparations avec toutes les autres, mais il doit, lui seul, réparer toute obstruction à l'évacuation située dans sa propre cour. Quant au propriétaire de la cour inférieure, il ne prend part ni aux réparations avec le propriétaire de la seconde cour en partant du bas pour toute détérioration se trouvant au niveau de celle-ci, ni aux réparations nécessaires aux cours au-delà de la seconde.
Les propriétaires des champs qui bordent une rivière doivent procéder dans l'ordre pour arroser leurs champs. Si l'un d'eux désire construire un barrage sur la rivière afin de retenir l'eau et d'irriguer en premier son champ au moyen de petits canaux d'irrigation et seulement après ouvrir le barrage, et qu'un autre propriétaire désire irriguer son champ en premier, c'est le plus fort qui gagne. La citerne qui est la plus proche du canal d'irrigation est remplie en premier afin de maintenir la paix entre les hommes. Amen. Amen.